Vous pensez connaître Seiko sur le bout des doigts? Attendez de voir cette vidéo dans laquelle nous allons vous retracer son histoire. On va découvrir ses origines, on parlera de leur impact sur le secteur, de leurs grandes premières, et de plein d'autres aspects, dont des anecdotes assez incroyables. On se penchera aussi sur d'autres marques du groupe Seiko Epson, et on finira par quelques actuels de Seiko. Seiko Holdings Corporation, aujourd'hui plus connue sous le nom de Seiko, est une maison horlogère absolument incontournable dans le paysage horloger mondial. Ce géant japonais est synonyme d'exigence, d'innovation, de variété et surtout de bon rapport qualité-prix. Lorsque Kintaro Hattori a ouvert sa première boutique de vente et de réparation de montres et d'horloges dans le centre de Tokyo en 1881, il y a fort à parier qu'il ne se doutait pas qu'il venait en réalité de poser la première pierre de ce qui allait devenir un empire respecté de tous des années plus tard. À cette époque, Kintaro avait à peine 22 ans, mais il portait déjà en lui des valeurs d'excellence, de travail bien fait et d'innovation. Valeurs qu'il a bien évidemment insufflées dans son premier business. Pendant 11 ans, il travailla d'arrache-pied dans sa boutique à vendre et réparer des horloges importées, perfectionnant ainsi ses capacités techniques et théoriques, et découvrant jour après jour tous les aspects de ce secteur aussi complexe que passionnant. Il mit un point d'honneur à payer ses fournisseurs à l'heure, voire en avance, de manière à créer une relation de confiance avec eux. Cela lui a permis de recevoir des commandes avant ses compétiteurs, d'obtenir des meilleurs prix et d'avoir accès à des produits exclusifs, si bien que sa boutique fut un véritable succès. Il en profita également pour économiser de l'argent et pour travailler sur un projet de plus grande ampleur. C'est en 1892 que l'évolution de son projet prit forme avec l'achat d'une usine tombée en désuétude. Kintaro Hattori décida de reprendre la fabrique et de lancer sa propre maison horlogère en produisant ses premières horloges. Le nom retenu pour ce projet, Seikosha. En japonais, comme dans de nombreux langages notamment asiatiques, un mot peut avoir plusieurs significations. En l'occurrence, Seiko signifie à la fois exquis, succès et minute. Quant au suffixe sha, il signifie maison. Il semble que monsieur Hattori ait également profité de ses 11 années de travail à la boutique pour trouver le nom parfait pour son empire en devenir. Le succès des horloges Seikosha fut rapide et exponentiel, si bien que quelques années seulement après le lancement de l'usine, en 1895 pour être précis, Kintaro Hattori décida qu'il était temps de diversifier ses activités et de se pencher sur les montres. Au fil du temps, il avait en effet développé un intérêt tout particulier pour les montres de poche et a donc logiquement décidé d'en produire. Il proposa alors sa première montre de poche, sobrement appelée la Timekeeper, ce qui veut dire garde-temps. Rien de révolutionnaire pour l'époque, mais une réalisation de qualité pour une montre fiable et robuste. Pour ce faire, il utilisait alors des pièces importées d'Europe et d'Amérique, en suivant des plans existants, avec très peu de modifications. Il ne faisait donc pratiquement que suivre des instructions, un peu comme on monte un meuble en kit, mais c'est ce qui lui a permis d'approfondir ses connaissances en la matière. Au fur et à mesure, il s'investit de plus en plus dans le projet. Il fit importer des machines-outils, encore une fois des États-Unis ou de Suisse, pour pouvoir produire les pièces de montre en interne et ainsi s'affranchir des différents problèmes d'approvisionnement lors des querelles politiques entre le Japon et certaines parties du reste du monde. En 1913, en revanche, Hattori a bel et bien été à l'origine d'une première révolution en lançant la Laurel, la première montre bracelet made in Japan, fruit de plusieurs années de développement intense en continuant à se baser en grande partie sur des modèles américains. Pour le moment, aucune des horloges ou montres qui sortent de la fabrique Seikosha ne porte le nom Seiko à proprement dit. Vous allez voir plus tard que la marque est à l'origine de bien d'autres révolutions, dont certaines qui ont secoué le secteur tout entier. Il faudra attendre 1924 pour assister à la naissance de la première Seiko en tant que telle, qui est également la première montre à s'affranchir en grande partie des modèles occidentaux. Cette montre bracelet apparaît dans un contexte bien particulier, puisqu'elle est mise sur le marché à peine plus d'un an après la destruction quasi totale de la fabrique Seikosha, dans un incendie provoqué par le terrible tremblement de terre que l'on connaît sous le nom de Great Kanto Earthquake. Kanto est le nom de la plaine à l'épicentre du désastre qui a eu lieu le 1er septembre 1923 et qui a provoqué presque 143 000 décès et disparitions. Malgré la violence de l'événement, Kintaro Hattori décida de remettre Seikosha sur pied le plus rapidement possible et de montrer l'exemple en termes de reconstruction et de remise sur pied avec la première Seiko. Le succès de Seiko continue de grandir petit à petit et reçoit un coup de pouce non négligeable du gouvernement japonais en 1929, lorsque la compagnie des chemins de fer du pays choisit la marque de Hattori comme fournisseur officiel. En 1937, la direction décide de monter un second site de fabrication à Tokyo, non loin de la fabrique historique, qui prendra le nom de Daini Seikosha, ce qui signifie la seconde Seikosha. La décision est prise de séparer les productions. La fabrique historique s'occupera alors des réveils et autres horloges, alors que Daini Seikosha se concentrera exclusivement sur les montres bracelets. Il s'agit du premier gros changement orchestré par les fils du créateur de la marque, alors à la tête de l'entreprise, suite au décès de leur paternel en 1934. En 1943, la Seconde Guerre mondiale fait rage et la direction de Seiko prend une décision assez inattendue,
déplacer une grande partie de ses équipes et de ses machines dans les montagnes de Nagano. C'est dans la ville de Suwa qu'une troisième usine est construite et elle prendra le nom de Suwa Seikosha. Cette stratégie s'avérera payante puisqu'entre 1944 et 1945, Tokyo fut quasiment rayée de la carte par les bombardements. Les lieux de production de la ville furent donc détruits, mais Seiko parvint à reconstruire et à relancer Daini Seikosha dès 1948, donc seulement 3 ans après la fin de la guerre, en grande partie grâce à la décision du transfert des ressources à Suwa. Les deux sites de production restent donc en activité, et Seiko décide de les mettre en compétition. Daini Seikosha et Suwa Seikosha deviennent deux entreprises séparées qui ont très peu de contact entre elles, qui sont indépendantes et qui proposent leurs pièces propres en espérant se devancer l'une et l'autre. À cette époque, le gouvernement japonais se rend compte de l'importance grandissante de l'industrie horlogère pour l'archipel. Pour motiver ce pan d'activité, le Japon investit dans certaines des entreprises les plus prometteuses, mais elle lance également des concours de chronométrie auxquels vont participer des marques comme Citizen, Daini Seikosha et Suwa Seikosha, d'autres maisons japonaises, mais aussi des marques suisses sous le nom de revendeurs nippons qui les représentent. Les rivalités entre Daini et Suwa s'intensifient, et leurs logos respectifs apparaissent sur les cadrans des montres qui sortent de leur ligne de production, à l'origine pour des raisons douanières. On retrouve l'éclair de Daini et le tourbillon de Suwa. Si vous possédez des Seiko vintage produites à cette époque, vous pouvez donc savoir de quel site de production elles proviennent en vous référant au logo sur le cadran. Jusqu'au milieu des années 50, les modèles de Seiko continuent d'être inspirés par des montres venues d'Occident. Mais les choses allaient bientôt changer. Tsuneya Nakamura, ingénieur qui travaille chez Suwa Seikosha depuis 1944, demande à la direction de Seiko de le laisser proposer une montre entièrement conçue par ses soins dans le but de rendre sa superbe à la marque. Seiko accepte et c'est de là qu'est née la Seiko Marvel en 1956. Cette montre moderne pour l'époque fut un succès commercial et industriel, mais elle remporta également de nombreux concours de chronométrie dans le pays grâce à son large mouvement. 1956 marque également un tournant important pour l'entreprise, puisque c'est l'année à laquelle la technologie de protection Dia-Shock a vu le jour. Il s'agit d'un procédé développé par Seiko pour protéger une des pièces les plus vulnérables sur une montre mécanique en cas de chute ou autre choc, l'axe de balancier. Autre année, autre innovation. En 1959, Seiko dévoile la Giro Marvel, une montre bracelet utilisant un nouveau mécanisme de transmission de l'énergie créé par la masse oscillante. Ce nouveau mécanisme économique et extrêmement efficace porte le nom de Magic Lever, ou levier magique, et est encore aujourd'hui utilisé dans certaines Seiko à remontage automatique. La Giro Marvel, elle aussi produite par Suwa Seikosha, est la première montre automatique au calibre entièrement développée par la manufacture japonaise. Elle fut la première d'une longue lignée de descendantes de la Marvel. On peut aussi noter l'arrivée de la Lord Marvel, une sorte de Marvel de luxe avec peu de changements au niveau mécanique, mais l'arrivée de métaux précieux, de finitions haut de gamme, comme des gravures à la main, et par exemple l'apparition d'index en or massif, comme en atteste l'étoile à 8 branches sur le cadran. Son évolution sera la Lord Marvel 36000, arrivée en 1967. La toute première montre iBeats de chez Seiko, battant donc à 36 000 alternances par heure, une caractéristique qui reste la signature de nombreux modèles haut de gamme de la marque encore aujourd'hui. En réponse à la Marvel de Suwa Seikosha, Daini Seikosha lança la Seiko Chronos en 1958. Celle-ci reprend un design en partie similaire à la Marvel, mais est équipée d'un mouvement tout à fait différent. Le tout fut pensé et conçu dans le but assumé de rivaliser avec la Marvel. De la Seiko Chronos découlèrent encore une fois de nombreuses descendantes qui ont marqué l'entreprise et son évolution. Pour continuer ce ping-pong entre les deux manufactures, Suwa Seikosha lança en 1959 la Seiko Crown, destinée à rivaliser avec la Seiko Chronos. Elle se base en grande partie sur la Marvel, mais avec un mouvement encore amélioré, notamment grâce à un balancier plus large et donc plus stable, permettant une précision accrue, ce qui offrait à la Seiko Crown la victoire sur la Marvel au concours de chronométrie. La Marvel, la Chronos et la Crown sont les trois premières montres de l'ère moderne de Seiko, et elles sont importantes pour la suite de l'Empire. Elles sont également le symbole de cette rivalité entre les manufactures, Daini représentant la tradition et Suwa la nouveauté. La première grande Seiko, qui arrivera en 1960 en provenance de Suwa Seikosha avec l'ambition d'être la meilleure montre du monde, sera équipée d'un mouvement développé sur la base de celui de la Seiko Crown, alors que ses finitions et ses matériaux seront en partie inspirés par la Lord Marvel. En réponse à Grande Seiko, Daini Seikosha lança la gamme King Seiko, censée rivaliser avec le meilleur du meilleur. La première King Seiko fut développée sur une base de Seiko Chronos. Cette rivalité continuera jusqu'aux années 60, lorsqu'un bouleversement vint y mettre fin. C'est en 1966 que les bureaux officiels de contrôle de la marche des montres, les organismes en charge des vérifications chronométriques avant la création du COSC en 1973, décidèrent d'interdire l'utilisation du mot chronométeur sur les cadrans des montres ne passant pas les tests de précision dans leurs locaux helvétiques. Seiko utilisait ce mot pour ses montres qui respectaient les normes mises en place par le bureau, mais faisait ses tests en interne au Japon. À partir de 1966, cela devenait donc interdit. Qu'à cela ne tienne, Seiko a eu une réponse rapide et en voyant un message clair, elle mit en place une certification en interne encore plus stricte que la norme de chronométeur suisse.
Cette nouvelle norme fut proposée par les horlogers travaillant sur Grand Seiko Asuwa Seikosha et fut donc nommée la norme Grand Seiko. Ce nom devint donc synonyme d'excellence et King Seiko passa au second plan. Grand Seiko et Asuwa Seikosha avaient en quelque sorte gagné la guerre interne contre Daini Seikosha. Suite à cela, Grand Seiko parvint entre autres à proposer la montre mécanique la plus précise au monde en 1969 avec des marges d'erreur journalières infimes, mais nous en reparlerons éventuellement dans notre vidéo dédiée à cette marque en particulier, tant sa création et son évolution sont passionnantes. Si vous voulez une vidéo entière sur Grand Seiko, dites-le nous en commentaire. Revenons un peu en arrière. En parallèle, Seiko proposa la première montre japonaise équipée d'un stopwatch en 1964 et équipa cette même année la totalité des Jeux Olympiques de Tokyo avec 1278 pièces, toutes plus précises et fiables les unes que les autres. Cette décision fut certainement en partie motivée par les titres remportés par Seiko au concours de chronométrie de Neuchâtel en 1963, 10e place grâce à la première horloge à quartz portable au monde, la Quartz Crystal Chronometer, et en 1964, de la 2e place à la 7e place, grâce à l'évolution de cette même horloge portable. On reviendra sur ces événements juste après. L'année qui suivit fut aussi une année charnière pour la marque, puisque c'est l'année qui vit la création de la première montre de plongée Made in Japan du monde. Elle était alors étanche jusqu'à 150 mètres. Lorsqu'on connaît l'importance du secteur de la montre de plongée chez Seiko, on comprend pourquoi 1965 est une date des plus importantes pour la marque. Mais Seiko n'en avait pas fini pour la décennie. En 1969, elle proposa une première mondiale, le calibre chronographe 6139, qui contient le mécanisme de remontage automatique Magic Lever, que l'on évoquait plus tôt, ainsi qu'un embrayage vertical et une roue à colonne. Le 6139 équipait la Seiko 6139-600, reconnu comme étant le premier chronographe dans l'espace. Il a en effet été porté par le colonel William Pogge lors de la mission Skylab 4 en 1973. La référence est depuis communément appelée Pogge en son honneur. Allez voir notre vidéo sur les surnoms de Seiko pour en connaître d'autres. Le 6139 est également considéré comme étant le premier mouvement chronographe automatique au monde, même si différentes sources parlent aussi du fameux El Primero de chez Zenith, sorti la même année, ou encore du calibre 11 du groupe Chronomatic, qui était constitué de Hamilton Buren, Dubois de Prat, Breitling et Heuer, sous le nom de code très secret de Projet 99. Pour en savoir plus, vous pouvez aller jeter un œil sur notre article sur le sujet sur lecalibre.com, et si ça peut vous intéresser qu'on l'adapte en vidéo, faites-le nous savoir. On va maintenant découvrir la naissance de l'iconique Seiko 5 avant de se pencher sur la crise qui a mis tout le secteur horloger à mal. Mais d'abord, revenons rapidement sur un coup bas de l'horlogerie suisse et sur Tsuneya Nakamura, l'homme derrière la Marvel, qui avait eu l'idée de présenter des pièces de chez Seiko au concours de chronométrie suisse pour pouvoir se frotter aux meilleurs mondiaux du secteur. On l'a évoqué, la marque rafla des titres au concours de Neuchâtel dès sa première participation en 1963, puis en 1964, avec une horloge portable améliorée. Mais Monsieur Nakamura, qui s'occupait d'ailleurs lui-même des réglages de la majorité des montres mécaniques proposées au concours, n'était pas entièrement satisfait, puisque leur montre bracelet n'était pas encore au niveau des montres suisses. Il faudra attendre le concours de Neuchâtel de 1967 pour qu'il commence à faire peur au pays du chocolat avec le podium suivant. Première place de la catégorie montre bracelet, Omega. Deuxième place, Daini Seikosha. Troisième place, Suwa Seikosha. Quatrième place, Longines. Mais l'ingénieur ne s'arrêta pas là. En 1968, les montres de la firme japonaise furent à l'origine de changements des règles dans le concours de chronométrie suisse. Tout d'abord, en mai de cette même année, le conseil de Neuchâtel annonçait l'annulation du concours de chronométrie, mais les résultats des montres testées furent tout de même publiés. Le monde put alors découvrir que 2 pièces de chez Seiko se virent attribuer le 2e meilleur score de l'histoire du concours. Suite à cela, Seiko présente d'autres mouvements emboîtés dans des montres bracelets au concours de Genève. Ces mouvements remportent les places de 4 à 10 sur le classement, alors que les places 1, 2 et 3 étaient remportées par le consortium suisse du nom de Centre électronique horloger, qui proposait ses premières ébauches d'un mouvement à quartz, le Beta 21, dont on reparlera plus tard. Ces résultats propulsent Seiko au rang de numéro 1 du classement des manufactures avec 7 pièces dans le top 10. Le meilleur score d'un mouvement Seiko à Genève pulvérise également tous les records précédents du concours de Genève, mais aussi de celui de Neuchâtel, qui faisait partie des plus prestigieux, qui était alors détenu par un mouvement Omega. C'est suite aux résultats de ces concours de 1968 que la Suisse décide purement et simplement d'exclure toute manufacture non européenne des concours de chronométrie helvétiques, sachant que les 2 seules manufactures hors de l'Europe qui y participaient étaient Daini Seikosha et Suwa Seikosha. Beaucoup y voient un aveu de faiblesse de l'industrie suisse, n'ayant pas supporté de se faire battre sur son propre terrain par les artisans japonais. En 1963, Seiko présente la première Seiko Sportsmatic 5, qui sera plus tard raccourcie en Seiko 5 et deviendra le nom de nombreuses collections emblématiques pour la marque. Il s'agissait d'une montre alliant innovation, qualité et robustesse, tout en restant très accessible. Il s'agissait du projet de Ren Tanaka, basé sur un design de Taro Tanaka, et sur un mouvement de Monsieur Nakamura, encore lui. Ces 3 individus ont joué des rôles absolument considérables sur toute l'histoire de la marque.
A l'origine, il semblerait que le 5, prononcé à l'anglaise 5 même au Japon depuis le début, était simplement une idée marketing. Il s'agissait d'un projet de montre destiné aux jeunes et principalement pour le marché international, qui nécessitait un nom en anglais, et l'utilisation d'un chiffre était à la mode. Concernant le 5, Ren Tanaka l'aurait choisi car les chiffres impairs transmettaient d'après lui une image plus dynamique. Il fallut ensuite faire un choix entre les chiffres impairs et le vainqueur sera le 5. Ce n'est que plus tard que Seiko décida de communiquer sur le fait que le 5 faisait référence à 5 caractéristiques que l'on devait retrouver sur toutes les Seiko 5. D'après le site officiel de Seiko, ces 5 caractéristiques étaient un mouvement automatique, un guichet unique jour date, la Seiko Sportsmatic 5 fut la première montre au monde à proposer cet affichage, une résistance à l'eau, très important pour les jeunes notamment au Japon avec les sources chaudes et autres, une couronne située à 4 heures, et un bracelet et un boîtier robuste et durable. D'autres sources indiquent que le 5 fait en réalité référence à 5 aspects techniques. Un ressort de barillet Diaflex, innovation de Seiko prétendument incassable, un système Dia-Shock, évoqué plus tôt, un remontage automatique, une indication jour et date, et une résistance à l'eau. En réalité, cela semble changer un peu avec le temps, et même Seiko lui-même indique parfois des caractéristiques différentes. Et d'ailleurs, parmi la multitude de modèles portant la mention Seiko 5 ayant vu le jour entre 1963 et aujourd'hui, on trouve des références qui ne remplissent aucune des deux listes entièrement. L'appellation Seiko 5 n'en reste pas moins un gage de qualité, et les nouvelles références reprennent des aspects des collections vintage pour offrir des pièces intéressantes et toujours très accessibles. La première Seiko Sportsmatic 5 fut en tout cas un énorme succès à l'occasion des JO de Tokyo en 1964. Au milieu des années 60, Seiko a même annoncé avoir vendu plus de Seiko Sportsmatic 5 que la totalité des exports de l'horlogerie suisse tout entière sur la même période. De nombreux articles écrits par des spécialistes se basant sur des chiffres et des études concrètes avancent même le fait que Seiko et les Seiko 5 seraient en grande partie responsables de ce que l'on appelle la crise du quartz dont on va parler tout de suite, et qui a fait beaucoup de mal à l'horlogerie suisse. 1969 fut donc l'année d'une autre révolution, qui s'avéra être une des révolutions les plus importantes du monde de l'horlogerie et qui bouleversa littéralement la totalité du secteur horloger tel que l'on le connaissait à l'époque. Vous l'avez deviné, il s'agit de l'arrivée de la première montre à quartz destinée au grand public, la Seiko Quartz Astron, référence 35 SQ. Cette arrivée fit l'effet d'une bombe dans l'industrie, tant en termes de revirement de situation qu'en termes de destruction. C'est encore l'ingénieur Tsuneya Nakamura qui était en charge du projet depuis le début des années 60. Il était déjà parvenu en 1963 à proposer la première horloge à quartz portable au monde dont on a parlé plus tôt. Mais la miniaturisation du calibre, pour le faire tenir dans une montre en gardant une réserve de marche raisonnable, posait problème. Le lancement de la Seiko Quartz Astron marqua la victoire de Seiko et la défaite du Centre électronique horloger, un consortium de 20 maisons horlogères suisses, créé en 1962, ayant pour unique but la création du premier mouvement à quartz pour une montre-bracelet de série de l'histoire. Parmi ces 20 maisons, on retrouvait des noms comme IWC, Rado, Longines ou encore Piaget, mais également Rolex et Patek Philippe. Leurs recherches avançaient pourtant à grands pas, comme on avait pu le voir en 1967, avec la présentation des premiers prototypes d'un calibre appelé Beta 1. La même année, Seiko avait annoncé ses propres prototypes, prometteurs eux aussi. C'est fin 1968, quelque temps donc après la présentation de ces prototypes, que le PDG de Seiko de l'époque, Shoji Hattori, imposa un ultimatum à Monsieur Nakamura. Il commença par retirer du projet toutes les équipes travaillant sur le quartz depuis des années, puis exigea un lancement de la première montre à quartz au monde avant le 1er janvier 1970. Nakamura doit alors recréer entièrement ses équipes avec du sang neuf pour apporter un regard extérieur sur les différentes problématiques et proposer quelque chose en quelques mois seulement. L'homme relève le défi et trouve une parade au problème d'énergie. Il opte pour l'utilisation d'un calibre pas à pas, une complication aussi appelée seconde morte, faisant sauter la trotteuse une fois par seconde. C'est donc Monsieur Nakamura qui fut à l'origine de ce choix qui régit encore aujourd'hui le fonctionnement de la grande majorité des montres à quartz, partout sur la planète. La course était très serrée, mais Seiko parvint à passer la ligne d'arrivée à temps et en premier. La date exacte de ce lancement est enregistrée au 25 décembre 1969, le lendemain de Noël. Le consortium suisse passa donc certainement des fêtes de fin d'année bien moroses, mais parvint à proposer son premier calibre à quartz, le Beta 21, seulement 4 mois après la Quartz Astron de Seiko. Le Beta 21 fit d'abord son apparition dans la Omega Electro Quartz, avant de se répandre à d'autres modèles des marques du consortium. La Seiko Quartz Astron avait une marge d'erreur de 5 secondes par mois, tout en fonctionnant pendant 1 an sans avoir besoin de remonter quoi que ce soit. Des caractéristiques absolument inatteignables avec les technologies mécaniques de l'époque, ce qui explique donc en partie le cataclysme créé par ce lancement. Cette première montre à quartz de série, uniquement disponible au Japon, était entièrement en or avec des finitions à la main. Elle fut produite à 200 exemplaires seulement, dont 100 furent vendus la première semaine après son lancement. Elle coûtait tout de même l'équivalent d'une petite voiture, comme par exemple une Toyota Corolla. Nakamura, lui,
continua d'évoluer au sein de l'entreprise, participa au développement de nombreuses technologies comme le kinétique dont on reparlera plus tard, et prit part au travail écologique de l'entreprise à plusieurs niveaux. Il fut nommé président de Seco Epson en 1987, puis prit sa retraite en 1994 pour devenir mécène en aidant de nombreux projets autour de l'éducation, de l'art et des sciences. C'est le 25 décembre 2018, donc 49 ans jour pour jour après le lancement de son chef-d'œuvre absolu, que M. Nakamura s'est éteint. Promis, ce n'est pas le pitch d'un film. Il aura grandement contribué au succès incroyable de l'entreprise et aux évolutions du secteur horloger tout entier, avant de nous quitter paisiblement sur une date anniversaire lourde de sens, comme pour prouver au monde que l'histoire de Seco faisait partie de sa vie jusqu'au bout, et qu'il fera lui-même partie de l'âme de cette organisation à tout jamais. On en reparlera d'ailleurs plus tard. Quelques années après la Seiko Quartz Astron, en 1973, Seiko lance la première montre à quartz utilisant un affichage à cristaux liquides appelé LCD pour Liquid Crystal Display, affichant 6 chiffres, heures, minutes et secondes. Cette montre référence 06LC était entraînée par le mouvement 0614 et l'affichage LCD était garanti pour 50 000 heures. On peut noter que la première montre électronique à affichage digital avait été dévoilée en avril 1972 par Hamilton. Il s'agissait de la Pulsar P1 qui utilisait une LED pour afficher l'heure sous la pression d'un bouton. Elle était entièrement en or 18 carats et coûtait plus de 2000 $, une véritable fortune pour l'époque qui correspondrait environ à 15 000 $ aujourd'hui. Entre-temps, Seiko a fait l'acquisition de la marque Pulsar, et elle fait aujourd'hui partie du groupe. Seiko continua sur sa lancée des premières mondiales en proposant en 1975 la première montre multifonction à quartz à affichage digital. C'est le calibre 0634 qui entraînait cette montre dotée d'un chronographe précis au dixième de seconde à affichage LCD. La même année, Seiko présenta également la première montre de plongée avec un boîtier en titane, la 6159-7010, surnommée la Tuna. Elle fut le fruit de 7 ans de recherche, mise en place suite à une lettre d'un plongeur professionnel japonais reçue par les ingénieurs de chez Seiko en 1968. Les années 80 ont elles aussi vu naître plusieurs premières mondiales de chez Seiko. 1982, première montre télévision. Oui, vous avez bien entendu, elle était dotée d'un écran et de connectiques pour brancher un casque audio et un receveur radio et vidéo, en plus des fonctions classiques comme une alarme, un chronographe, un calendrier, etc. On la retrouve d'ailleurs dans un James Bond, comme on en parle dans notre vidéo sur les montres de l'espion. Perfect image, Q. Really 007. 1983, apparition de la Voice Note, première montre au monde dotée d'un enregistreur vocal. Elle permettait d'enregistrer des messages jusqu'à 8 secondes et proposait une alarme vocale. Elle fut grandement mise en avant dans le film Ghostbusters en 1984, comme on en parle dans notre vidéo sur les montres au cinéma. Toujours en 83, présentation du premier chronographe analogique à quartz, précis à 5 centièmes de seconde, au design signé par un grand designer italien de l'époque, Giorgetto Giugiaro. Encore une montre qui a marqué le cinéma, cette fois-ci dans Aliens. À peine un an plus tard, en 1984, naissance de la UC2000, la première montre au monde dotée des fonctions d'un ordinateur. Elle permettait de stocker des données telles que des adresses, des numéros de téléphone, des dates, etc. 2 ans plus tard, en 86, première montre de plongée au monde utilisant la céramique comme couche extérieure sur son boîtier en titane. Elle annonçait une étanchéité à 1000 mètres. Encore 2 ans plus tard, en 1988, naissance de la première montre utilisant la technologie que l'on appellera plus tard kinétique avec le calibre 7M22. Les premiers prototypes remontent eux à 1986. Une montre à quartz avec une masse oscillante, convertissant les mouvements du bras du porteur en électricité pour recharger une pile qui alimente le mouvement à quartz. Une véritable révolution encore une fois. Et pour marquer le début de la nouvelle décennie 2 ans plus tard, en 1990, présentation de la Scuba Master calibre M726, première montre de plongée au monde, dotée de fonctions d'ordinateur telles qu'un profondimètre. Elle est dotée entre autres de capteurs d'eau et de profondeur. Rien ne semble arrêter le bulldozer japonais dans sa course à l'innovation. Les années 90 furent relativement calmes en termes d'innovation pour Seiko, mais en 1999, la marque dévoila la première montre équipée de cette technologie unique et développée en interne appelée Spring Drive. Cette nouvelle technologie permet une précision à 1 seconde par jour, tout en offrant des aiguilles en mouvement continu totalement silencieuses. Il faudra attendre 2005 pour la première innovation au niveau international pour Seiko dans les années 2000. C'est l'année à laquelle elle présenta la première montre analogique solaire au monde recevant des signaux GPS du Japon, des États-Unis et de l'Allemagne pour offrir une précision hors du commun quant au réglage automatique de l'heure. En cette même année 2005, Seiko présenta également ses premiers modèles kinétiques à calendrier perpétuel allant jusqu'à fin février 2100. Ces montres utilisent donc l'énergie du mouvement du bras pour créer de l'électricité qu'elles stockent puis utilisent pour alimenter le mouvement à quartz. Ce dernier possède une fonction d'économie d'énergie, ce qui lui permet de passer en mode veille lorsque la montre n'est pas portée et de se remettre à l'heure automatiquement lorsqu'elle est portée à nouveau. En 2006, Seiko présenta la Credor Spring Drive sonnerie, bénéficiant du silence quasi total du mouvement pour offrir une sonnerie aussi pure que possible.
Toujours en 2006, Seiko frappe à nouveau et présente la première montre au monde utilisant la technologie e-ink ou Electronic Ink, version anglaise de l'encre électronique. Elle permettait de choisir entre plusieurs modes d'affichage et gagna le Grand Prix de Genève de l'époque. En 2007, c'est au tour du chronographe de se doter de la technologie Spring Drive pour une précision jusqu'alors inégalée. En 2010, on découvrait l'édition commémorative Seiko Spring Drive Spacewalk, entièrement faite et pensée pour une utilisation dans l'espace. Elle fut la vainqueur du Grand Prix d'horlogerie de Genève dans la catégorie Sportswatch. La même année, une nouvelle première mondiale, la première montre EPD au monde, avec un système de matrice active. EPD signifie Electrophoretic Display, et il s'agit du nom de la technologie d'affichage de l'écran LCD utilisée ici. En gros, il s'agit de la même technologie utilisée dans les liseuses, Kindle et autres e-books, adaptée à une montre bracelet. En 2011, on assista à l'arrivée de la Credor Spring Drive Minute Repeater, encore une fois profitant du silence du mécanisme pour offrir une sonnerie d'une pureté et d'une clarté difficilement égalables. Le métal utilisé pour obtenir cette sonnerie est forgé par un artiste japonais spécialiste du métal du nom de Munemichi Miyoshin. Une montre à la sonnerie la plus pure possible grâce à un métal forgé par un artiste unique, encore un exemple du sens de la mise en scène et de l'attention aux détails de Seiko et de ses ingénieurs. Un an plus tard, en 2012, c'est la première montre GPS solaire au monde qui nous est présentée par Seiko, la Seiko Astron GPS Solar. Il s'agit de la première montre au monde pouvant recevoir les signaux GPS internationaux et ainsi donner l'heure sur la totalité des 39 fuseaux horaires du globe. Elle reprend le nom Astron de la première montre à quartz de 69, comme pour marquer l'ampleur d'une telle innovation, permettant d'avoir en permanence une heure exacte et mise à jour automatiquement. Son évolution vit le jour 2 ans plus tard, en 2014, la Seiko Astron GPS Solar 8X Series chronographe. Elle offre donc une fonction chronographe de 6 heures, un design plus raffiné dans une montre plus petite, des fonctions simplifiées et une utilisation plus intuitive que sa prédécesseur. Seiko a eu l'honneur d'être le partenaire officiel de grands événements, notamment dans le monde du sport. On l'a évoqué plus tôt, la marque japonaise fut sponsor officiel des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, mais ce n'est pas tout. Elle créa des relations fortes avec le monde de l'athlétisme à travers les manifestations de l'IAAF, International Association of Athletics Federations. Seiko s'occupa du chronométrage officiel du championnat international en 1987 à Rome, en 91 à Tokyo et en 93 à Stuttgart. Elle fut aussi choisie pour chronométrer les 25e Jeux Olympiques en 92. La marque a également lancé une collection entière appelée Velatura, dédiée aux 49ers, un type de bateau à 2 voiles dont les courses sont entrées aux Jeux Olympiques en l'an 2000 à Sydney. Toujours dans le monde du sport, Seiko a créé des partenariats avec de grandes stars comme Novak Djokovic depuis 2014, comme on l'a vu dans notre vidéo sur le sujet. Le sportif a changé de crèmerie en 2021 pour se ranger aux côtés de Hublot. Aujourd'hui, Seiko Watch Corporation, qui fait partie du conglomérat appelé Seiko Epson, est à la tête de plusieurs marques de montres, dont Credor, qui propose des montres mécaniques ou à quartz haut de gamme, au style résolument classique, utilisant des métaux précieux, plus proches de l'industrie suisse que peuvent l'être les montres Seiko ou Grande Seiko qui profitent d'inspiration japonaise plus ou moins marquée. Grande Seiko, qui est aujourd'hui une marque à part entière, qui se concentre sur le très haut de gamme en prenant des valeurs fortes et un héritage ancré dans la culture japonaise traditionnelle avec des inspirations suisses. Seiko Clocks, la marque qui s'occupe de la production des réveils et autres horloges murales Seiko. Orient, une marque proposant certaines des montres mécaniques et automatiques avec des mouvements faits en interne les plus accessibles du marché avec d'excellents rapports qualité-prix. Orient Star, qui est une sorte de branche premium de la marque Orient que nous venons d'évoquer, Pulsar, qui se concentre sur les montres digitales et analogiques d'entrée de gamme, travaillées au style parfois habillé et parfois sportif, ou encore Lorus, une marque de montres à quartz d'entrée de gamme, offrant principalement des montres analogiques et quelques-unes à affichage digital. Sous la marque Seiko en tant que telle, on trouve aujourd'hui plusieurs grandes collections. La collection Astron GPS, la collection Prospex, qui signifie Professional Specification, qui renferme les modèles professionnels, que ce soit dans le milieu marin, aérien ou terrestre, la collection Présage, qui propose une interprétation purement japonaise du monde de l'horlogerie, en y apportant une touche d'élégance sans pareil, la collection Seiko 5, qui fait partie des plus connus de la marque, en partie parce qu'elle offre des modèles automatiques très accessibles financièrement, tout en appuyant sur la robustesse, la durabilité et sur un design polyvalent. Enfin, la collection Seiko 1er, qui se concentre sur les dress watch, avec des designs mêlant le classique au moderne, en y ajoutant une touche propre au géant japonais, ainsi que des mouvements d'une qualité irréprochable. Pour finir, avez-vous entendu parler de Lukia, la gamme de Seiko qui se concentre sur les pièces féminines depuis 1995 ? Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, c'est sûrement parce que ces pièces étaient réservées au marché asiatique jusqu'à 2020. On découvre des lignes fines, des mouvements automatiques, des pièces précieuses et des couleurs chatoyantes. Vivement les prochains lancements que l'on puisse en tester certaines pour vous. En 140 ans,
Cette marque japonaise a su s'imposer dans le paysage horloger international, notamment grâce à des innovations dont certaines ont complètement révolutionné l'industrie. Elle est aujourd'hui une des marques qui regroupe le plus de passionnés et on comprend pourquoi. Avec une communauté très active, Seiko fait partie des rares marques à avoir des appellations non officielles qui sont aujourd'hui devenues internationales. Turtle, Samurai, etc. dont on parle dans notre vidéo sur le sujet. La maison est reconnue autant pour ses pièces d'exception que pour le rapport qualité-prix quasiment imbattable de beaucoup de ses modèles. Grand nombre de passionnés d'horlogerie ont commencé à découvrir les montres automatiques avec une Seiko au poignet. Le groupe japonais continue de faire parler de lui régulièrement et le secteur tout entier attend avec impatience ses prochaines innovations et prochains lancements dont certains pourraient bien continuer à modeler et créer les tendances de demain. Alors qu'avez-vous pensé de cette histoire folle et voulez-vous que l'on refasse plus d'histoires de marques comme celle-ci ? Répondez en commentaire et cliquez sur le bouton rejoindre pour soutenir la chaîne. On tient à remercier chaleureusement Richard et Arnaud pour leur aide précieuse sur le sujet. En attendant, voici 2 vidéos qui devraient vous plaire et à bientôt sur lecalibre.com.